Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Et si la mort n'était pas une fin ? Voilà, j'en conviens, une des questions les plus insondables de l'humanité, une interrogation au demeurant fascinante qui, j'en ai conscience, peut aussi effrayer. Et s'il existait une vie après la vie ? Et si c'était le cas, à quoi pourrait-elle ressembler cette vie de l'au-delà ? C'est à ces questions que je vais m'atteler dans la suite de ce message. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de poser quelques avertissements d'usage. Tout d'abord, ce que je vais évoquer ici avec vous n'a rien de religieux, rassurez-vous. Je ne vais pas vous faire un cours de théologie, ni même me faire le relais de conjectures oiseuses sur ce qui se passe après la mort. Non, ce que je m'apprête à vous présenter prend appui, vous allez le constater, sur des données précises et nombreuses, analysées selon la méthode scientifique. Sachez en même temps que je ne prétends aucunement que ce qui va suivre est la vérité, non. Mon objectif est simplement d'apporter à votre connaissance des informations que je crois fondamentales à propos de la mort. Car oui, j'ai chevillé au corps la conviction profonde que chaque être humain devrait connaître ce qui va suivre afin de retrouver de la liberté et du choix face à la mort, tant c'est un sujet tabou et à la source de peurs multiples. Et croyez-moi, dans mon métier de psychologue, je suis aux premières loges pour le constater au quotidien. Pour clore ce préambule, je tiens à vous rappeler à votre pouvoir personnel quant à ce que je vais vous raconter. Vous avez toute l'autorité nécessaire pour prendre ce qui vous parle et laisser de côté, sans l'ombre d'un remords, ce qui ne cadre pas avec votre manière de voir le monde. Bien, à présent que le décor est dressé, commençons sans plus tarder, et en guise d'entrée, voici un témoignage étonnant. Oyez, oyez, mes chers auditeurs. Ce témoignage est rapporté par le docteur Pien van Lommel, un cardiologue néerlandais, dans l'un de ses ouvrages intitulés « Les frontières de la vie ». Pour placer le récit dans son contexte, celui-ci se déroule alors que notre médecin réalise l'une de ses premières gardes dans l'unité de soins de coronariens à laquelle il est affecté. Je lui laisse maintenant la parole. Tout à coup, le monitoring cardiaque d'un patient ayant fait une crise cardiaque est devenu plat. L'homme est en arrêt cardiaque. Aussitôt, médecin et infirmiers se précipitent sur lui. Le défibrillateur est chargé et le patient reçoit un choc électrique directement dans la poitrine. En vain, aucune réaction. Rapidement, un second choc est administré. Cette fois, le rythme cardiaque se rétablit et une bonne minute plus tard, après être resté en état de mort clinique pendant près de 4 minutes, le patient reprend conscience. C'est le soulagement général. Tout le monde est ravi. Tout le monde sauf une personne, le patient. Il est sauvé, mais à la surprise générale, il manifeste une déception extrême. Il évoque un tunnel, des couleurs, une lumière, un paysage merveilleux et même de la musique. Il est visiblement très ému. Je vous laisse imaginer la surprise du docteur Van Lommel alors qu'il vient de superviser l'une de ses premières réanimations cardiaques. Car oui, comment un patient que l'on vient de ramener de la mort peut-il être déçu ? Cette expérience va marquer à tout jamais notre bon docteur qui va vouer l'essentiel de sa carrière médicale à comprendre ce qui sera baptisé par les chercheurs des EMI, pour expérience de mort imminente. Mais qu'est-ce qu'une EMI ? Eh bien, il s'agit d'un récit relaté par une personne sur ce qu'elle a vécu alors qu'elle se trouvait dans un état de mort clinique ou dans un état de coma avancé. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, un autre médecin, le docteur Raymond Moody, psychiatre, diplômé en psychologie et docteur en philosophie, excusez du peu, va lui aussi avoir vent de ce drôle de phénomène que sont les EMI. Et il va se mettre en quête pour les analyser de manière systématique de ces témoignages d'EMI. Ce faisant, et à sa propre surprise, il va découvrir 2 aspects troublants et fondamentaux. Le premier enseignement tient dans le fait que les récits d'EMI ne sont pas rares, puisque rapidement, il va réussir à en recueillir plusieurs milliers. Le second enseignement est encore plus dingue, puisque le docteur Moody va mettre en évidence que tous ces récits d'EMI se ressemblent, et ce, alors que les personnes qui les rapportent ne se connaissent pas entre elles, et quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité, leur culture, leur niveau socio-économique, leur éducation et même leur religion. Dit autrement, tous les témoignages d'EMI, même s'ils ont tous un caractère unique, vont ressortir des similitudes chez tous les expérienceurs.
Pour votre gouverne, un expérienceur est simplement une personne qui a vécu une EMI. C'est donc le terme que je vais utiliser à partir de maintenant pour décrire ces personnes qui sont revenues de la mort avec cette possibilité de témoigner de ce qu'elles avaient vécu après. Grâce à son travail systématique de recherche et d'analyse, le Dr Moody va dresser le premier une liste des invariants qu'il a repérés au sein des EMI. Liste qui sera ensuite validée à de nombreuses reprises par d'autres chercheurs et que je me propose de vous résumer à présent. Accrochez-vous un peu car ce qui suit risque de mettre vos idées sur la mort en question. Le premier élément rapporté par les expérienceurs est la prise de conscience que leur corps physique vient de s'arrêter de fonctionner. Cela s'accompagnant quasi systématiquement de sensations de paix et de quiétude extrêmement puissantes. Ainsi, pour les expérienceurs, le moment de la mort est loin d'être difficile, bien au contraire. Le second élément est ce qu'on appelle la décorporation, c'est-à-dire la sensation pour les expérienceurs de sortir hors de leur corps physique. À ce moment, ces derniers expliquent qu'ils se retrouvent en mesure de voir et d'entendre tout ce qui se passe autour d'eux. Ils relatent également la possibilité de visiter instantanément, et par le simple fait d'y penser, des lieux même très éloignés. Ainsi, il est très fréquent que des expérienceurs soient en mesure de décrire avec précision les protocoles de réanimation réalisés sur eux et les soignants qui les ont administrés. En outre, ils évoquent fréquemment des conversations qui ont lieu dans d'autres endroits que celui dans lequel ils se trouvent. Le plus troublant étant que très régulièrement, les informations données par les expérienceurs se voient confirmées par les médecins, les comptes rendus de réanimation et les personnes concernées par les conversations. Tout ceci se déroulant, je vous le rappelle, alors que les personnes sont en état de mort clinique ou dans le coma. De manière récurrente, vient ensuite l'étape du passage à travers un tunnel. Ici, les expérienceurs évoquent la sensation d'être transportés à grande vitesse comme dans un tunnel vers une autre dimension. Cette dernière étant fréquemment décrite comme paradisiaque, ressemblant à la fois à ce qui se trouve sur Terre et en même temps sans équivalent. Le quatrième élément est très émouvant pour les expérienceurs lorsqu'ils le relatent. Il s'agit de la rencontre avec des parents ou des amis disparus. Ainsi, les expérienceurs expliquent souvent avoir pu échanger par transfert de pensée avec des personnes proches qui étaient déjà mortes. A noter que ces défunts se présentent toujours en pleine santé et accompagnés d'un amour infini, et qu'ils ne se montrent jamais effrayants. Le cinquième élément est tout aussi incroyable. Les expérienceurs le nomment la rencontre avec un être de lumière. De ce dernier émane une force d'amour inconditionnel et une connaissance intégrale. Pour la plupart d'entre eux, les expérienceurs ont le sentiment de se retrouver face à un être qui les aime profondément et connaît tout de leur vie. Ce qui est troublant avec cette étape de l'EMI, c'est que l'être de lumière est toujours décrit de la même manière par les personnes, même par les enfants. Vient ensuite le sixième élément appelé la revue de vie. C'est une étape marquante pour tous les expérienceurs lorsqu'ils la vivent. Pour vous donner une idée de ce qui se passe à cette étape, cette revue de vie est souvent décrite comme la vision d'un film de l'ensemble de sa vie terrestre. Pendant le visionnage de ce film, le temps semble aboli, tout apparaissant en un seul instant et en même temps avec tous les détails. La revue de vie est réalisée du point de vue de l'expérienceur et en même temps du point de vue des autres personnes. Par exemple, si l'expérienceur voit un échange avec son père, il revivra cet échange de son point de vue à lui et en même temps sous celui de son père. Je précise que pendant cette revue de vie, l'être de lumière, dont j'ai parlé juste avant, est bien souvent présent et qu'il ne cesse de souligner l'importance d'aimer et d'acquérir de la connaissance tout au long du processus de la vie. Cet accompagnement de l'être de lumière est vécu dans un sentiment d'amour profond, sans reproche, menace ni accusation. Pour le dire autrement, c'est tout sauf le jugement dernier. Le septième élément dont je vais vous parler est la perception d'une limite et la prise de décision du retour à la vie physique. Ainsi, les expérienceurs indiquent souvent être parvenus à une sorte de limite à un moment de leur expérience, qui, si elle était franchie, empêchait tout retour dans l'incarnation. Cette limite peut prendre des formes variées, un champ, une haie, une étendue d'eau, un brouillard ou même une ligne. À ce stade, la question de revenir sur Terre est posée et fréquemment, les expérienceurs indiquent ne pas avoir eu envie d'un retour dans l'incarnation, tant ils se sentaient bien dans le monde de l'au-delà. Toutefois, ils expliquent souvent avoir pris librement la décision du retour, soit en raison de personnes importantes restées sur Terre ou d'une prise de conscience que leur mission sur Terre n'était pas terminée. Dès la décision prise, le retour dans le corps est instantané et le fait de ressentir à nouveau les sensations physiques n'est pas toujours simple. Car oui, pour l'écrasante majorité des expérienceurs, leur sentiment de bien-être est tellement profond dès l'instant de leur mort que lorsqu'ils reprennent possession d'un corps en souffrance, le ressenti n'est pas des plus faciles. Et on peut les comprendre. Voilà, vous en savez maintenant plus sur les expériences de mort imminente et donc potentiellement sur ce qu'il advient après la mort. Évidemment, je ne vous demande pas de croire à tout cela sur parole et je vous invite, si le sujet vous parle, à faire vos propres recherches de votre côté.
Mais avant de vous laisser creuser le cas échéant, permettez-moi quelques précisions de clôture. En premier lieu, la très grande majorité des expérienceurs indiquent que cette expérience a profondément impacté leur vie par la suite. Ainsi, les études scientifiques qui suivent ces personnes revenues de l'au-delà, parfois pendant des décennies, mettent en avant des changements significatifs de personnalité des expérienceurs, avec une mise au centre de la joie, du partage et de l'amour après leur EMI. Ces personnes semblent développer une spiritualité plus importante au quotidien et accorder à la vie un caractère plus précieux qu'avant leur EMI. À noter que ces changements ne sont pas présents de manière aussi forte pour les personnes qui ont vécu une mort provisoire sans EMI. En second lieu, je voulais préciser qu'il n'existe pas à ce jour d'explication définitive des EMI d'un point de vue purement scientifique. Sachez toutefois que les données en notre possession à ce jour laissent à croire que les EMI sont très différentes des phénomènes hallucinatoires et qu'ils ne sont pas corrélés à la prise de médicaments. Et cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notamment le docteur François Lallier qui a réalisé son doctorat de médecine de fin d'études au CHU de Reims. Son travail incluait 118 expérienceurs et ses conclusions étaient sans appel. Moins les patients prenaient de médicaments, plus ils avaient de chances de rapporter une EMI. Et de surcroît, les patients avec des antécédents psychiatriques n'avaient pas statistiquement plus de chances de rapporter une EMI en comparaison avec les personnes sans antécédents psychiques. Pour votre information, notre bon docteur Lallier obtint pour son travail une mention très honorable avec félicitations du jury, ce qui est simplement la plus haute notation possible pour un doctorat. Sur ces éléments qui, je le sais, ont le pouvoir, en changeant votre regard sur la mort, de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy. Je vous souhaite le meilleur.